une introduction un peu générale tout d'abord sur la paix chez Bentham. Donc, quelques éléments. Donc, il y aura 3 parties sur la paix publique, pacification, loi de la paix. J'aimerais tout d'abord juste dire l'essentiel en un mot. La philosophie utilitariste en général, l'utilitarisme classique, mais jusqu'à aujourd'hui, si on passe à Tim Mulligan aujourd'hui ou des philosophes comme ça, condamne toute souffrance arbitraire, mais paradoxalement, cette critique morale ne la conduit pas à épouser une position pacifiste. Pour comprendre ce qui peut apparaître comme une tension révélatrice des ambiguïtés de la théorie internationale de l'utilitarisme, nous proposons ici d'expliquer les concepts benthamiens, à savoir le concept de paix publique ou tranquillité publique, je reviendrai là-dessus, pacification et loi de la paix, et leur articulation ensemble pour montrer la cohérence de la théorie benthamienne de la paix. En effet, quelle paix est requise pour le plus grand bonheur, pour le plus grand nombre? Quelle conception de la paix commande la fin utilitariste? On va le voir, Bentham défend une paix libérale qui ne vise pas la réalisation de biens moraux, je dirais, substantiels, comme la concorde, la fraternité, l'harmonie, ni même la fin de toute guerre. On va voir que la paix a pour condition une première chose que j'expliquerai dans la première partie, à savoir des États responsables, et en un second temps qu'il faut un système minimal de coopération des États responsables, réglé par le droit, pour précisément atteindre le greatest happiness or greatest number, qui est la fin utilitariste. Donc la paix chez Bentham est au cœur d'une certaine ambiguïté sur laquelle je vais essayer de souligner pour moi l'aspect le plus ambigu, le plus intéressant peut-être. C'est qu'il y a chez Bentham une critique très forte de l'internationalisme libéral reposant sur l'idée que les États sont des personnes morales et juridiques premières. Une conception de l'État responsable qui refuse, je dirais, une conception ayant toute une entité collective, l'État. Il y a un nominalisme très fort chez Bentham. Et qui, ce faisant, le conduit à ce qu'on appelle une sorte de cosmopolitisme de l'intérieur, cosmopolitism at home, des expressions qui ont été utilisées par des commentateurs, c'est-à-dire qu'il faut cosmopolitiser l'État de l'intérieur, en quelque sorte, pour que celui-ci réponde à des responsabilités internationales et cosmopolitiques, et qui débouche sur une tension forte, à savoir que la paix chez Bentham, alors même qu'il y a une théorie cosmopolitique chez Bentham, n'est pas une paix cosmopolitique. Donc ça, c'est pour moi la tension peut-être la plus importante qu'il faudra essayer de comprendre. Dans l'introduction, j'aimerais dire maintenant, juste en quelques minutes rapidement, ce que aussi des étudiants en philosophie ne font pas souvent parce que c'est pas ce qu'on leur demande de faire. Je vais contextualiser les idées politiques et le débat un peu de Bentham. Alors, au XVIIIe siècle, ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que le débat sur la paix commence à partir dans le contexte de la guerre de la succession d'Espagne, qui est causée par les prétentions dynastiques de la France et de l'Autriche pour la succession du trône d'Espagne. Et Philippe d'Anjou, famille Bourbon, devait devenir l'héritier du trône d'Espagne. Or, ça conduit à un déséquilibre important en Europe, puisqu'il y aurait une hégémonie de la famille Bourbon, si vous voulez, en Europe. Donc, on a un risque de recréer un hégémone. Personne n'en veut, et c'est d'où la cause principale de cette guerre de succession. Celle-ci se solde avec le traité d'Utrecht, 1713. Alors, c'est quoi ce traité? C'est une série de compromis, c'est des traités bilatéraux signés entre 1713 et 1715, qui visent à régler 3 aspects du conflit. Une dimension dynastique, une dimension territoriale et une dimension commerciale. Sur la dimension dynastique, l'affaire à régler, c'est pas Philippe d'Anjou qui sera le roi, donc il n'y aura pas un risque d'hégémonie de la famille des Bourbons. Sur la dimension territoriale, on revient à un statu quo ante, mais il n'y a pas une vraie solution, et sur les droits commerciaux, il y a très peu de choses. Au cœur de ce traité apparaît le concept équilibre des puissances. En même temps qu'il apparaît, va apparaître une critique très forte, que vous connaissez certainement, celle de Castel de Saint-Pierre dans son livre « Projet de paix perpétuelle », qui est un ensemble de textes publiés autour des années 1713 lui aussi. Donc là, on a 2 vocabulaires qui vont irriguer tout le débat sur la paix au XVIIIe siècle. Le vocabulaire de l'équilibre des puissances et le vocabulaire de paix perpétuelle. Ces 2 vocabulaires sont en conflit, sont en critique l'un avec l'autre.
Je le souligne tout de suite, mais équilibre des puissances, évidemment, c'est pas un concept qui est retenu dans la tradition philosophique comme un concept philosophique. Et c'est la difficulté, je pense, en philosophie de penser la paix. Elle provient aussi du fait qu'on utilise du vocabulaire qui sont du vocabulaire juridique, qui sont des vocabulaires de relations internationales, qui sont des vocabulaires parfois économiques, mais qui ne sont pas des vocabulaires, je dirais entre guillemets, purs de la philosophie. Mais pour vous, c'est important de comprendre ça. Alors, ce débat, évidemment, en France, en Allemagne, il va prendre des tours différents. Pour ce qui m'intéresse avec Bentham, en Angleterre, qu'en est-il? En Angleterre, il y a une profonde méfiance vis-à-vis de la France, qui est accusée de ne pas être un pays sérieux auquel on peut faire confiance. Et l'Angleterre, après la guerre de 7 ans, 1766-1763, veut se donner un rôle de modération en Europe. Modération que ne porte pas la France. Et donc, le concept d'équilibre de puissance va être intégré assez fortement, en fait, dans le vocabulaire de la philosophie anglaise du XVIIIe. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, balance of power en anglais se traduit par équilibre des puissances lorsqu'on parle de la paix, mais il se traduit aussi par équilibre des pouvoirs. Et ce concept est inscrit dans le système juridique et politique anglais pour penser le rapport entre le Parlement et le roi. On parle de balance of power de ce point de vue-là. Donc, il a une existence interne dans la politique anglaise. Et l'application aux relations internationales s'y est tout à fait, d'autant plus dans cette image de l'anglais qui aurait un rôle de modération. Deuxième chose, les philosophes anglais, David Hume, Adam Smith, mobilisent complètement ce vocabulaire d'équilibre des pouvoirs, équilibre des puissances, dans leur conception de la paix, qu'ils articulent à leur théorie économique et qu'ils articulent aussi à des propositions politiques assez différentes. Bref. Bentham... Donc, il y a une certaine orthodoxie anglaise qui est de dire oui, le modèle de l'équilibre des puissances pour penser la paix, c'est bien. C'est assez entendu. Bentham s'oppose à cela très fortement et il critique le modèle d'équilibre des puissances et il juge très positivement Castel de Saint-Pierre là-dessus et de son effort entrepris avec le concept de paix perpétuelle. Pour lui, il importe donc de refondre la paix sur autre chose et certainement pas le modèle de la paix de équilibre des puissances. Pour autant, Bentham ne va pas reprendre l'expression paix perpétuelle. Deux influences pour Bentham qui sont majeures. Adam Smith, tout d'abord. Donc, il est d'accord avec Adam Smith sur l'idée. Donc, tout d'abord, tous les deux ont en commun de penser après la guerre de 7 ans, qui représente pour l'Angleterre un bouleversement majeur, puisqu'elle va devenir première sur les mers, mais au-delà de ça, elle va redevenir une puissance économique et une puissance de stabilisation en Europe à nouveau. Et tous deux s'accordent sur cette vision-là de l'Angleterre, d'une certaine manière. Mais tous deux partagent un constat sur le commerce international qui doit être repensé sur la base d'une nouvelle théorie économique libérale qui doit convaincre les États européens qu'il est de leur intérêt de mettre fin au système colonial et d'œuvrer à la nécessaire pacification du monde. Donc l'économie politique, il y a un argument fondamental pour la paix qui est présent chez Smith que Bentham reprend. Deuxième influence importante, et ça c'est une influence beaucoup plus vieille, qui existe au moins jusqu'à Grotius, à savoir de penser la guerre comme une procédure, c'est-à-dire une procédure judiciaire, un mode de résolution des conflits pensé et réglé par le droit. Donc on va voir que c'est de cette manière que Bentham pense la paix. Et comme j'ai dit, première partie, on va voir ce que signifie cette paix civile, qu'il qualifie de paix publique ou paix ou tranquillité publique. Deux arguments dans ce premier moment. Un premier argument qui vise à dire que tout d'abord, ce qu'il faut, c'est revenir au fondement du politique et à la question de l'obéissance et de la tâche du législateur et l'importance du droit pour faire cette paix civile. Deuxième argument, c'est qu'il faut une démocratie représentative. Bentham défend à partir de 1809 très clairement la nécessité d'avoir un régime politique particulier si on veut la paix civile. Deuxième partie sur la pacification, trois arguments. Premier argument, la pacification, ça passe par la critique des colonies. Deuxième argument, ça passe par une économie politique libérale qui est pacificatrice, puisque les États vont comprendre sur une base rationnelle qui est celle d'une rationalité économique comment précisément la paix est bonne pour eux. Et dernier argument, c'est au sein de son modèle international, d'organisation internationale, il défend le tribunal de la paix ou tribunal pour la paix. Ça, c'est pour le deuxième moment. Le troisième moment, les lois de la paix. Une fois qu'on a un État responsable, il faut que les États prennent eux-mêmes en charge leur responsabilité internationale et cosmopolitique d'œuvrer juridiquement à cette procédure judiciaire,
soit dans la guerre, soit dans la paix. Et les lois de la paix, on va voir ça chez Bentham, elles correspondent aussi à l'exercice précisément de certains devoirs internationaux qu'ont les États, qui leur permettent de réaliser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. J'aurais pas le temps de parler des objections, de parler de... Mais bref, c'est pas grave. Tu me dis pour le temps. Sur la paix publique, donc, le concept de paix publique, il y a un jumeau, c'est tranquillité publique. Et au XVIIIe, ces deux vocabulaires sont très présents dans... C'est pas du tout Bentham, on trouve ça chez Rousseau, on trouve ça chez Smith, on trouve ça chez beaucoup, chez David Hume, mais aussi chez des auteurs républicain comme Richard Price, chez Edmund Burke aussi. Donc il y a ce vocable qui est présent pour penser la paix civile. Premier argument, il faut comprendre que la paix civile se fonde sur une théorie du fondement du politique chez Bentham qui est particulière, qui est anticontractualiste, il s'oppose fortement au contrat social qui est une fiction, et il nous dit il n'y a société politique que lorsqu'il y a une supériorité du nombre d'actes d'obéissance sur le nombre d'actes de désobéissance. Donc Bentham retient un critère qui est quantitatif et dynamique, expliquant la différence entre état de nature et état politique, et il est dynamique, c'est-à-dire précisément il est susceptible de degrés. Il n'y a pas une différence de nature entre les deux. Ce faisant, cette dynamique d'obéissance, elle est liée à une condition anthropologique qui est l'habitude d'obéissance. Et là, on voit que, donc pour Bentham, la paix publique commence par quoi ? Elle commence par cette supériorité du nombre d'actes d'obéissance sur le nombre d'actes de désobéissance et sur la reconnaissance de cette condition anthropologique des hommes qui est du fait de l'obéissance, de l'habitude d'obéir. Donc s'il n'y a pas une obéissance manifeste à une autorité politique, la paix publique est impossible, la paix civile est impossible. Donc on voit ici, c'est l'héritage conservateur de la pensée de David Hume qui est présent ici chez Bentham, où on reconnaît la valeur à l'obéissance pour fonder le politique et pour fonder la paix publique. Deuxième point qui est important ici, c'est que néanmoins ce fait de l'obéissance n'est pas suffisant en lui-même. L'obéissance, en effet, s'accompagne d'un processus aussi psychologique. Obéir et désobéir sont toujours rivés au calcul qu'effectue tout individu cherchant à maximiser le plaisir et l'évitement de la douleur. Et ce calcul relève, dans une société politique, du motif de l'obéissance, c'est-à-dire du fait de vouloir obéir. Et pour cela, c'est précisément le rôle du législateur de connaître ces motifs de l'obéissance et d'écrire un droit qui est tel que le motif de l'obéissance incite, pousse, guide, accompagne les individus dans leur calcul vers l'obéissance. Donc il y a un rôle ici fondamental qui est celui du droit. La fonction du droit est de faire s'aligner l'intérêt des individus et du peuple avec la fin utilitariste, et c'est précisément la tâche du législateur que d'œuvrer aux conditions libérales de l'obéissance du peuple, faisant surgir de l'unité de la communauté politique dans son ensemble, la paix publique. Donc les conditions psychologiques expliquant l'obéissance et la désobéissance sont donc primordiales, et l'action du législateur utilitariste doit agir en connaissance de cause de la psychologie humaine s'il veut réaliser la paix publique. Alors si on reprend Bentham, c'est précisément ce que fait Introduction au principe de morale et législation. Toute la première partie du livre explique l'articulation entre l'éthique utilitariste et la psychologie, et présente à partir de là les éléments nécessaires permettant dans la seconde partie d'expliquer comment ces motifs aident à définir l'établissement du droit pénal, la catégorisation des punitions et des sanctions et la prévention des délits. Donc le législateur utilitariste reconnaît ces deux maîtres souverains que sont la douleur et le plaisir, qui sont au cœur de la psychologie humaine et sur la base de laquelle va se définir les catégories juridiques, les punitions, les sanctions, les obligations, présentées dans un langage du droit clair et transparent, permettant aux individus d'agir en conséquence pour maximiser leur bonheur. C'est ce qu'on voit dans le traité de législation civile et pénale, où il développe ici ce qu'il appelle la législation directe, c'est-à-dire deux branches du droit pénal et droit civil. Le droit pénal qui qualifie les infractions, pense les sanctions et les punitions appropriées. Dès lors, les douleurs associées à l'exercice du droit pénal apparaissent clairement au citoyen qui comprend ce que peut lui coûter des actes qualifiés pénalement. Puisque pour Bentham, dans sa théorie du droit, le pénal et le civil désignent deux parties d'une même loi, le citoyen comprend aussi ce que des actes qualifiés au civil peut lui octroyer de bonheur. Le droit civil, chez Bentham, permet de réaliser ce qu'il appelle les fins subordonnées au principe d'utilité, à savoir la sécurité, la subsistance, l'abondance et l'égalité, qui sont, comme tels, des biens moraux que doit viser à satisfaire une société politique utilitariste. La réalisation de ces fins subordonnées donne une stabilité aux espérances de bonheur individuel et collective, et donc permet la paix civile, permet d'inscrire cette obéissance dans
une stabilité psychologique. Donc on voit bien ici que les motifs doivent être qualifiés juridiquement par le législateur utilitariste, de sorte que grâce à une écriture claire et transparente du droit, chaque citoyen puisse vouloir obéir au droit, et s'il n'obéit pas, que sa volonté d'obéir ait pu être informée de manière transparente des infractions qu'il risque. Le contre-exemple est très clair chez Bentham. Le contre-exemple, c'est sa critique des droits de l'homme. Sa critique des droits de l'homme repose sur l'idée que si on n'a pas un législateur qui connaît les motifs psychologiques des individus, ce qu'il risque de faire, c'est d'utiliser des mauvais motifs et de créer de la désobéissance et de l'anarchie. D'où le texte de l'absurdité sur des échasses, écrit par Bentham, qui est un texte très polémique, très virulent, dans lequel il offre sa critique des droits de l'homme. Il nous montre ici, là on a un exemple de non-maîtrise des arts du langage. On a un contre-exemple de ce que ne doit jamais faire un législateur. Très rapidement, 3 points ici. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens découle nécessairement sur la désobéissance, découle nécessairement sur la violence, et pour lui, la terreur en France, c'est une conséquence directe du texte lui-même. Je vais expliquer pourquoi, brièvement. Mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de comprendre en quoi les motifs de l'obéissance sont bien psychologiques et en quoi le droit a une responsabilité importante là-dedans. La Déclaration des droits des citoyens crée en premier lieu ce qu'il appelle une alarme. Donc il définit ce concept d'alarme dans Introduction au principe de morale de législation. Il dit, par alarme, il entend « La douleur qu'elle produit est une douleur d'appréhension, fondée sur l'appréhension de souffrir les dommages ou les désagréments, quels qu'ils soient, que le dommage primaire produit par nature. » La Déclaration des droits des citoyens crée une alarme, puisque les individus croient que leur bonheur est menacé par le sacrifice de leurs droits naturels. L'alarme repose sur une appréhension d'un bonheur sacrifié qui se passe de toute mise en contradiction avec la mesure objective de ce sacrifice réel ou fantasmé. Deuxième chose, Bentham insiste sur... Il y a 2 volets à cette désobéissance en quelque sorte généralisée que l'on voit dans la terreur et qu'on voit à la suite de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi il utilise précisément le concept de paix publique apparaît dans le texte, à un moment qui est un peu crucial pour qualifier 2 choses. Les mots ont un effet sur la volonté. Il y a 2 facultés pour Bentham, il y a l'entendement et la volonté. Les mots jouent sur la volonté et sur la diversité des motifs connus. Mais si la déclaration repose que sur certains motifs et pas les motifs de sympathie, les motifs de réputation, les motifs que Bentham appelle semi-sociaux, qui contribuent à guider l'action des individus et contribuent aussi dans les individus à leur calcul, à maximiser leur propre bonheur, dès lors le risque c'est de donner une emphase trop grande aux motifs les plus égoïstes. C'est le problème de la Déclaration des droits de l'homme, et transforme ces motifs égoïstes en passions tyranniques, qui vont menacer directement la paix. Même chose, le texte n'est mauvais aussi d'un point de vue de l'entendement. Pourquoi ? Parce que Bentham, dans sa philosophie du langage, il nous dit, dans n'importe quel discours, il y a des fictions. Ces fictions peuvent être traduites, et elles doivent pouvoir être traduites ultimement par une échelle, une méthode de traduction qu'il appelle la méthode de la paraphrase, conduisant ultimement à un énoncé ne contenant qu'une référence directe au plaisir et à la douleur. Et tant qu'on ne peut pas faire ce chemin de traduction, alors l'énoncé est dénué de sens, n'a pas de signification. Donc ça, c'est sa théorie sémantique. Et pour lui, c'est le problème qu'on a avec les énoncés de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. On a un entendement qui est confus, qui est baigné dans l'erreur. Le manque de signification signifie que même l'entendement ne peut pas éclairer la volonté sur la base objective des plaisirs et douleurs qui résulteraient d'actions faites suivant les droits définis par les droits de l'homme. Donc sur ces 2 points, nécessairement, ça conduit à la désobéissance et on a un excellent mauvais exemple de ce que ne doit pas faire un législateur. Et là où il doit considérer de manière essentielle pour Bentham la connaissance de la psychologie. Maintenant, il ne nous faut pas que l'obéissance et la compréhension de la psychologie et le rôle du législateur pour qu'il y ait obéissance et pour qu'il y ait paix civile, il faut aussi qu'il y ait la démocratie. Après la période révolutionnaire, en tout cas assez clairement à partir de 1809 chez Bentham devient définitivement démocrate et défend la démocratie représentative. Ces réticences ont été battues en brèche d'une part par la conviction que les peuples éclairés ont des aspirations libérales qui doivent trouver une forme politique permettant leur expression, et d'autre part, car le danger de l'intérêt sinistre est trop grand. C'est quoi l'intérêt sinistre ? C'est les élites qui détournent l'intérêt universel à leur bénéfice, qui détournent l'intérêt du plus grand nombre pour leur bénéfice. Et
cet intérêt sinistre ne peut être résolu que par la souveraineté du peuple veillant à la défense de l'intérêt universel. Il faut que le peuple soit le gardien de l'intérêt universel. On ne doit pas faire confiance aux élites, on ne doit pas avoir une représentation, un gouvernement représentatif. Non, il faut la démocratie, précisément, parce que sans quoi on a des élites au pouvoir qui maintiennent les intérêts de leur classe et qui donc extorquent par la corruption ou l'abus de pouvoir l'intérêt du plus grand nombre. 2 points ici, expliquant en quoi la théorie démocratique participe grandement ici à la paix publique. Tout d'abord, Bentham explique la théorie démocratique est rivée à une réflexion sur l'impartialité, sur la lutte contre l'abus de pouvoir, les dangers de la corruption. Et ces éléments contribuent à définir les conditions négatives de la paix publique, c'est-à-dire ce qui doit impérativement être respecté. Alors dans ces conditions négatives, il y en a beaucoup, donc je vais rassembler quelques éléments, mais Bentham place le peuple défini comme le souverain, c'est-à-dire dans son langage le pouvoir constitutif suprême, et indique que tous les pouvoirs lui sont subordonnés. Donc on a une chaîne de subordination des pouvoirs qui place le peuple dans le rôle de gardien du bon fonctionnement des institutions démocratiques. Le pouvoir législatif est subordonné au peuple, le pouvoir exécutif qui rassemble à la fois l'administration, la bureaucratie de l'État moderne benthamien et le pouvoir judiciaire est subordonné au législatif. L'administration, pour rappel, est gouvernée à la tête par un Premier ministre qui dirige 13 ministères, et ça c'est essentiellement la bureaucratie de l'État moderne benthamien. Deuxième chose, ce rôle de gardien du peuple est secondé par l'impartialité des institutions définies par le droit constitutionnel, des procédures internes, des règles hiérarchiques et déontologiques, des règles de recrutement, qui forment ensemble un aménagement institutionnel, on pourrait dire négatif, définissant de manière stricte des responsabilités des fonctionnaires et des ministres. Grâce à la publicité, à la reddition de comptes et aux nombreux dispositifs de contrôle du peuple, l'impartialité doit prévaloir dans les institutions politiques, faisant de la démocratie le meilleur régime pour permettre la paix publique. Donc la démocratie représentative a un ensemble de conditions négatives fortes qui sont liées à l'impartialité. Sans celle-ci, sans ces conditions-là, la corruption est possible, l'abus de pouvoir est possible, ça menace la paix. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérêt non pas du plus grand nombre qui va primer, mais l'intérêt de certains. Ce qu'il appelle les ruling few, qui l'oppose au subject many. Subject many, c'est le peuple en gros. Et ruling few, c'est vraiment... c'est là où Bentham a une théorie de l'élite qui est particulière. Donc quelques citations ici qui montrent que on associe tranquillité publique, paix publique à quoi ? À liberté, liberté d'opinion, liberté de religion, liberté de discussion, liberté aussi sexuelle, et des règles institutionnelles qui permettent de garantir précisément les conditions d'un État, d'une démocratie visant le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Les conditions positives maintenant de la paix publique requièrent quoi ? Elles requièrent de la part du peuple une capacité de son rôle critique. S'il est le gardien, il faut qu'il soit un gardien critique, éclairé, informé, non plus analphabète, mais lettré. Donc sa disposition critique, Bentham le pense essentiellement grâce à un concept qui est le concept d'aptitude, qu'il décline en 3 versions, aptitude intellectuelle, aptitude morale et aptitude active. Bentham définit l'aptitude comme la qualité des arrangements constitutionnels. Donc le peuple n'a pas... Ici, là, il y a une opposition claire avec le vocabulaire républicain de la vertu civique. C'est pas le peuple qui a une vertu, c'est l'aménagement institutionnel qui crée une disposition dans le peuple et une capacité critique. Et le peuple doit avoir une aptitude qu'il doit magnifier pour avoir cette capacité critique, c'est véritablement l'aptitude intellectuelle, qui est fondamentale pour l'exercice critique du jugement du peuple et sa capacité critique. C'est très important cette capacité critique parce que ultimement, elle peut être rivée aussi à un pouvoir politique, c'est le pouvoir de révocation des ministres, pouvoir de révocation de fonctionnaires publics qui, s'il est corrompu ou s'il n'effectue pas la responsabilité qui est la sienne étant donné sa tâche, peut être révoqué par le jugement du peuple. Cette condition active à la paix publique, du jugement éclairé de l'aptitude intellectuelle du peuple, vaut aussi pour la paix internationale, puisque Bentham le rive à une institution cosmopolite qu'il défend, à savoir le tribunal de l'opinion publique, qui est un tribunal exerçant sa fonction de juge et de critique et qui relève de la sanction morale. Ce tribunal, d'une nature cosmopolitique universelle, a pour objet de proposer des améliorations et changements dans la loi et de veiller précisément au respect des responsabilités constitutionnelles, aux droits et devoirs des souverains. Ainsi, le jugement du peuple a aussi une efficace sur la paix extérieure et la conduite internationale des États. Deuxième partie, alors pour conclure celle-là, ici on voit
dans les pensées de la paix modernes, on a une alternative forte en philosophie sur laquelle on insiste souvent. Soit on est plutôt dans la voie hobbesienne, où on n'a pas du coup besoin d'avoir un certain type de régime politique particulier pour penser la paix. En tout cas, il n'y a pas du tout cette idée sur laquelle, comme Bentham ici, il faut une démocratie représentative pour qu'on y ait la paix publique et pour qu'on puisse penser la paix internationale. Ce qui fait dire que Bentham est voisin de Kant ici, comme on le sait, premier article définitif dans le Paix perpétuel, Kant nous dit qu'il faut cette constitution civile républicaine. Ce déplacement ici me semble toujours pertinent de réfléchir un peu à cette question-là, à ce débat-là. J'y reviendrai en conclusion plus générale sur le dialogue possible entre Bentham et Kant. Maintenant, deuxième point, la pacification. Pacification, pour qu'il y ait, ici c'est le point beaucoup plus de sa théorie internationale à Bentham, pour qu'il y ait paix, il faut pacification. Pacification au XVIIIe est un mot courant, mobilisé de manière générale pour qualifier la fin des violences coloniales et défendre l'idée qu'il faut arrêter le système colonial. Bentham, il est original sur deux points. D'une part, il associe pacification à émancipation. C'est ce même vocabulaire pour dire arrêtons les colonies. Et autre originalité, c'est par pacification, il entend bel et bien aussi une transformation institutionnelle majeure dans la manière de penser les relations internationales, dans la manière de penser un processus moral et politique qui, par l'effet du droit et de l'économie, pourrait œuvrer à la paix. Alors, le premier point de la pacification, c'est la critique des colonies. Quelques citations ici. Alors, le premier, Émancipez vos colonies, c'est un texte de Bentham qu'il a prononcé à la Convention de l'Assemblée nationale en 1793. Bentham a été fait citoyen d'honneur de la France. Et il a fait ce texte très polémique où il critique la France disant « Mais arrêtez, vous êtes hypocrite. Vous vous présentez être le pays de l'universalisme des droits de l'homme, mais c'est une hypocrisie sans nom, puisque par ailleurs, vous entretenez un système colonial de domination. » Le deuxième texte, c'est un texte beaucoup plus riche sur les colonies. Il n'est pas traduit en français. Et là aussi, on voit un argument important sur deux arguments un peu différents, mais sur lesquels je vais revenir. La critique des colonies, c'est tout d'abord l'idée, les colonies c'est quoi? C'est un système d'antipathie, appelle Bentham. Le règne des antipathies et la corruption des élites gouvernantes sont les effets structurels de la situation coloniale. Donc là, il y a deux choses importantes. Premier développement. Les colonies, c'est d'abord donc des communautés d'antipathie, des communautés de haine, de mépris, de dégoût, de domination, où il n'y a aucune sympathie. Pour qu'il y ait communauté politique, il faut qu'il y ait sympathie. Cette antipathie, elle est structurelle au gouvernement colonial qui ignore et méprise les intérêts des peuples et individus colonisés, qui méprise les circonstances. Par là, Bentham entend à la fois, il reprend le concept de Hume pour le tordre autrement, pour lui donner une qualité juridique d'une part, mais pour lui donner aussi une qualité, disant, par circonstance, il entend à la fois ce qui relève des mœurs, du climat, de la religion, mais aussi des circonstances géographiques, etc., qui sont nécessaires au bon gouvernement parce que ces circonstances affectent le plaisir et la douleur. Et donc le législateur utilitariste doit connaître les circonstances pour pouvoir bel et bien promouvoir le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et nécessairement, cette organisation du gouvernement colonial est aussi due à la distance spatio-temporelle. Un gouvernement ne peut pas gouverner une colonie du fait de cette distance pour Bentham. Deuxième élément important, c'est que le mal structurel des colonies, c'est un mal qui est lié à la corruption de l'élite gouvernante. De par la distance entre la métropole et le territoire administré par l'organisation coloniale, le déni de sympathie, d'intérêt, de reconnaissance pour les populations indigènes, les élites gouvernantes, et là Bentham pense aux gouverneurs, mais aussi aux fonctionnaires publics, aux juges, aux procureurs. Les élites gouvernantes locales gouvernent en suivant leurs intérêts particuliers et sacrifient les intérêts des populations indigènes et de la métropole. Donc on voit un gouvernement, c'est un mal constitutionnel, dit Bentham, les colonies, et qui célèbre la promotion de l'intérêt d'une élite gouvernante. Dernière critique, les colonies ne peuvent pas non plus avoir un volet pénal, elles ne peuvent pas être un moyen pour déporter les criminels hors de la métropole. Ça serait une justification aussi frauduleuse. Maintenant, l'argument économique,
Je mentionne ici le livre parce que dans le livre, c'est essentiellement un livre qui prend au sérieux l'économie politique pour montrer que ça joue un rôle dans la pensée de l'international, pour dire vite les choses. Donc Bentham développe une critique économique des colonies, qui trouve son inspiration chez Adam Smith là aussi. Les colonies coûtent aux puissances coloniales, elles sont à l'origine des guerres, et pour reprendre ici une expression importante, c'est celle de la jalousie, que Hume a écrit ce petit texte qui est très beau, la jalousie du commerce, et où il montre que le problème des colonies, c'est un problème de jalousie. Si vous laissez tomber vos colonies, vous offrez un marché aux autres États. Or, Bentham dit, mais ça c'est une erreur, parce que le commerce colonial, ça rapporte rien, et ça vous coûte. Et ça crée des guerres, et ça crée des antipathies, et ça crée une disposition morale des souverains qui sont toujours un appétit de gloire. Je reprendrai ici l'expression de Hobbes dans le Léviathan, chapitre 24, où il parle de la boulémie des souverains qui veulent toujours plus de gloire, toujours plus de puissance et qui veulent toujours plus de colonies et se trompent en faisant cela. Donc Bentham dit non, il y a toute une critique économique qui existe, et ce qu'il critique le plus fort, c'est les pratiques commerciales et mercantilistes qui attisent les conflits et qui se révèlent extrêmement coûteuses et injustes du point de vue économique. Pourquoi ? Parce que les marchands et les commerçants réussissent très fortement à influencer le pouvoir et à extorquer des financements publics pour servir leur intérêt privé, pour maintenir à flot des branches d'activité économique qui, par ailleurs, pourraient être obsolètes, voire contre-productives. Et donc, il critique très fortement les primes qui sont données aux marchands pour maintenir leur commerce à flot, primes données par l'État, et il critique très fortement aussi ce système qui entretient des branches de l'économie, qui pour lui n'est pas du tout le modèle de la société commerciale qu'il veut, ou pour lui ce qu'il faut c'est développer l'innovation. Il y a une conception très technologique de la société commerciale, contrairement à Smith, puisqu'il défend l'idée qu'il faut des innovations, il faut des brevets technologiques, il faut défendre la propriété intellectuelle pour défendre des brevets, etc. etc. Donc je ne vais pas plus loin sur cet argument-là, mais la seule différence avec Smith dans l'argument économique tient à ce que, contrairement à Smith, il ne critique pas les compagnies internationales privées qui font le commerce international, là où Smith voit en celle-ci les acteurs pathologiques d'une mondialisation à la dérive. Donc là, il y a une différence forte entre Bentham et Smith là-dessus. Tribunal de la paix, il faut une institution internationale particulière pour aider ce système de coopération internationale d'États responsables. Le tribunal pour la paix ou tribunal de la paix, on trouve les deux expressions dans les manuscrits. Quel est ce tribunal pour la paix ? En lui-même, il n'a pas de compétences juridiques ou politiques, mais il agit comme une assemblée où sont exposées publiquement les plaintes adressées à des destinataires connus. Le tribunal a un rôle critique et vise à rendre possible par la publicité des plaintes un échange argumenté entre les deux parties en conflit pour une réponse qui peut-être serait autre que la guerre, à savoir la paix. Donc le tribunal pour la paix n'est pas, comme dit Bentham, visionnaire, c'est-à-dire qu'il n'assure pas, il ne garantit pas que l'État visé par les plaintes puisse accepter de faire des actes de paix, tels que notamment la compensation ou la réparation d'un tort, ou simplement même juste le pardon, la reconnaissance d'un tort. Mais néanmoins, ce tribunal pour la paix a un rôle délibératif essentiel qui contribue à cette coopération nouvelle de dialogue qui doit exister, réglée par le droit entre des États. Je passe à la dernière partie, pardon, je suis un peu long sans doute. Non. Tu restes un peu plus de 10 minutes. D'accord, pardon. Alors, Bentham, on l'a compris, il critique très fortement l'irresponsabilité des souverains, qui a créé... il relie l'histoire politique du XVIIIe, du XVIIe à l'aune de cela. Et là, il faut voir quelque chose de très partagé par les philosophes des Lumières. C'est un anti-néo-machiavélisme. Qu'a été le vocabulaire de Machiavel de la gloire ? Le vocabulaire mercantiliste porté par les marchands. Il a été celui de la puissance, celui du prestige, celui des conquêtes, celui aussi des banqueroutes économiques. Et pour l'Angleterre et la France, notamment, c'est pas rien au XVIIIe. Donc, cette irresponsabilité du souverain doit être mise à un terme et il faut cesser ces décisions arbitraires de vaine gloire, dit Bentham, qui sont entreprises où les États entreprennent la guerre pour leur propre prestige aux dépens du peuple et d'une injuste maximisation de la souffrance arbitraire. Bentham critique les funestes raisons de la guerre portées par l'irresponsabilité des souverains et pense que la publicité, la transparence, la reddition de comptes, l'impartialité sont donc au cœur
de la démocratie représentative sont là des conditions nécessaires pour mettre un terme à cette irresponsabilité des souverains. Mais une fois les mauvaises raisons de la guerre évacuées par un État responsable, il s'agit à présent de régler la guerre et la paix, c'est-à-dire de formuler des procédures par lesquelles les États peuvent régler leurs différends. Il s'agit de penser avec le droit international comment la guerre et la paix peuvent légitimement valoir pour les souverains sous des conditions juridiques précises, permettant à la fois de solutionner des conflits, mais permettant aussi de maintenir une justice internationale utilitariste. Alors, je rappelle, Bentham a créé ce néologisme droit international qui est présent dans le texte Introduction au principe de morale et législation, et que ce néologisme, il est d'abord critique du vocabulaire et des théoriciens du droit naturel et du droit des gens, que sont Pufendorf, Grotius, Vattel. Ici, je vous donne juste un exemple de ce critique-là, mais qui s'applique très bien aux autres auteurs, issu du texte Comment on Commentaries. Alors, c'est les Commentaries of England de Blackstone, 5 volumes de commentaires sur les lois anglaises, que Bentham a eu suivi ses cours à Oxford, et qu'il critique ardemment, et qui l'a très largement influencé dans sa décision de devenir un théoricien du droit aussi. Donc, critique radicale de ce vocabulaire-là, il faut du droit positif. Bentham est un positiviste avec une théorie impérativiste du droit assez classique, et il faut que ce soit le droit international qui permette véritablement de penser le droit, les droits des souverains, les devoirs des souverains, mais aussi dès lors la guerre et la paix. Donc je vous rappelle brièvement la note, parce que c'est une note de bas de page, hein. Le néologisme droit international apparaît dans une note de bas de page au chapitre 17. Bentham est très content de lui, et il le dit plus tard dans une réédition, éditée en 1823, où il dit « Regardez, mon mot droit international a fait florès, maintenant tout le monde l'utilise, c'est génial, je suis très heureux, ça a marché, les gens comprennent que c'est un mot important, etc. » Donc je ne reviens pas là-dessus, mais c'est important de garder à l'esprit cet effort. Bentham, c'est quelqu'un c'est un philosophe du langage, où il voit une partie critique radicale dans la philosophie du langage, qui est essentielle pour comprendre sa philosophie. Donc il nous faut du droit international. Quel est ce droit international? Là-dessus, Bentham, c'est plus délicat puisqu'on a affaire à des manuscrits écrits entre 1783 et 1790. On a affaire à d'autres textes qui sont présents ici ou là dans lesquels nous expliquent ce qu'est un code de droit international, de quoi il est-il composé, qui l'écrit, comment, quels sont les devoirs et droits qu'on doit avoir. Et il y revient à différents moments de sa carrière, mais il est vrai que on fait souvent appel à des textes plutôt de jeunesse, en tout cas avant le début du XIXe siècle, pour essayer de voir un peu plus clairement ce qu'il veut dire par droit international comme tel. Donc je rappelle, si un citoyen du monde avait à rédiger un code international universel, qu'est-ce qu'il se proposait pour but? Ce serait l'utilité commune et égale de toutes les nations, ce serait là et son penchant et sa devoir. Dans le manuscrit, citoyen du monde est le terme qui apparaît après un autre terme qu'il avait écrit et qu'il a barré, qui est philanthrope impartial. Donc c'est banal au XVIIIe de garder l'idée de citoyen du monde et de l'étranger, la figure de l'étranger comme une figure de l'impartialité. C'est présent dans les textes de Rousseau, c'est présent dans plusieurs textes au XVIIIe siècle. Donc là aussi, Bentham reprend un vocabulaire qui est assez installé et qui est assez... il ne fait pas œuvre de nouveauté conceptuelle. Néanmoins, l'objectif, donc, on a un sens normatif ici, utilité commune et égale de toutes les nations qui doit être clarifié et que doit clarifier les droits et devoirs du droit international qui sont décrits dans le texte. Je vais les commenter. Les devoirs des souverains rassemblent les deux premiers objets et les droits des souverains, les deux derniers objets du droit international. Donc, il y a une symétrie. L'analyse de cette répartition va nous permettre de comprendre ce sens normatif d'utilité commune. Premier devoir, les deux premiers déterminent la conduite du souverain en regard de cette exigence de promotion du bien-être, de maximisation du bien-être. Comme tel, ces deux devoirs répondent à cette exigence en plusieurs sens. Tout d'abord, le bien-être d'une nation ne saurait être absolutisé au détriment de l'augmentation du bien-être des autres nations. Deuxième chose, l'interdiction de sacrifier son bien-être ne vaut que pour autant qu'elle ne se traduit pas par l'excès inverse de surévaluation de son bien-être, conduisant à sacrifier le bien-être de tous au nom d'un seul. À l'inverse, le devoir de bienveillance, c'est-à-dire promouvoir le bien-être des autres nations,
n'est pas conduit suivant une éthique sacrificielle ou d'abnégation radicale. Bentham déteste le principe d'ascétisme. Dans les deux cas, les devoirs des souverains sont utilitaristes car il s'agit bien de promouvoir le plus grand bonheur pour toutes les nations. Cette promotion du bonheur n'inclut pas de considération de justice distributive. L'utilité commune n'est pas une recherche d'égale distribution du bien-être entre les nations, ni une recherche articulée autour de l'identification d'un seuil minimal de bien-être. Ce n'est pas un suffisantisme, on dirait en vocabulaire contemporain. Autrement dit, on a bien fait une approche utilitariste classique. Ce qui importe, c'est de promouvoir l'agrégation totale du bien-être, sachant que le bien-être des Allemands compte autant moralement que le bien-être des Italiens, que le bien-être des Mexicains, etc., etc. Les droits des souverains sont donc les nécessaires correspondants des devoirs des souverains fixés par le droit international. Ce qui est prescrit dans un cas sous la forme d'un interdit, dans l'autre sous la forme d'une obligation, revêt ainsi la même fonction, le même sens global dans le raisonnement utilitariste, dans ce niveau de généralité-là en tout cas. Bentham ouvre ensuite la question corrélée au respect de ces droits et obligations. En effet, si le droit international fixe des droits et obligations, quelle autorité revêt la compétence et la légitimité d'assurer le respect et leur maintien ? Peut-il y avoir une autorité du droit international, une autorité qui serait supra-étatique, qui permettrait peut-être de sanctionner, peut-être de, en tout cas, veiller au respect de ses droits et ses devoirs? Non, donc là, il n'y a pas d'État mondial du tout, et il n'y a pas d'idée non plus d'une sorte de pot commun. Il y a une autre alternative pour Bentham, c'est il faut une redéfinition utilitariste de la théorie de la guerre judiciaire, ou encore on trouve l'expression de théorie régulière de la guerre. En effet, il importe de définir la guerre comme une procédure judiciaire déclinée en sa version utilitariste autour donc du respect des droits et obligations qui sont les objets du droit international. C'est ce qu'il va appeler la procédure externe et qui est, à laquelle est attaché les concepts de loi de la paix et loi de la guerre. Donc cette procédure, elle vise véritablement à régler les conflits entre souverains et à faire que ces droits et ces devoirs, ce sont les États qui les appliquent, et ce sont les États qui doivent eux-mêmes les mettre qui doivent veiller à leur respect. La réponse de Bentham est donc, elle est institutionnelle et elle est juridique, et c'est pour ça que je te parlais de cosmopolitanism from within, c'est que c'est l'État lui-même qui doit s'obliger à tenir non seulement ses droits et ses devoirs, mais à faire que les autres États aussi tiennent leurs droits et leurs devoirs. Comment est-ce possible ? Là, il y a une réponse à la fois institutionnelle et une réponse juridique chez Bentham. La réponse institutionnelle consiste à dire il nous faut des organisations internationales où ce lieu de coopération, ce lieu de délibération entre les États existe. Donc il pense une diète européenne, un congrès européen, le tribunal pour la paix, ça j'en ai déjà parlé. Il esquisse l'idée d'une cour de justice pénale internationale, mais là il y a des contradictions avec ce qu'il pense par ailleurs du droit pénal, donc il n'y a pas beaucoup de développement sur cette idée-là, mais il pense vraiment que si on a un système d'organisation internationale qui sont des lieux de délibération et de coopération minimale dans lequel chaque État vise une seule chose, c'est le respect des droits et des devoirs de chacun, il doit être possible à chacun de retrouver des moments de discussion. Donc c'est le seul lieu diplomatique pour lui. Contrairement à Adam Smith, il ne croit pas que la diplomatie, les grands aristocrates de ce monde peuvent, parce que c'est comme ça qu'il les perçoit, peuvent véritablement être les ambassadeurs de la paix. C'est le droit qui va donner la réponse. C'est pas les aristocrates, ça fait qu'une seule chose, c'est voler l'intérêt du plus grand nombre pour Bentham. Donc la réponse, elle est juridique. Elle est juridique et donc il définit des lois de la paix qu'il qualifie, ce seraient des lois substantives du droit des gens, du droit international donc, et les lois de la guerre, ce seraient les lois adjectives du même code. Alors je vais rapidement expliquer ici ce que ça signifie. La procédure, là on est dans la théorie du droit de Bentham. La procédure interne, elle vaut dans la société domestique pour expliquer l'interface entre droit civil et droit pénal, mais aussi droit constitutionnel et droit pénal. Et elle est au fondement de deux choses. Pour s'assurer que des actes commis respectent une obligation,
il faut s'assurer que ces actes puissent être qualifiés aussi comme une introduction par une autre partie de la loi, par une autre loi. Loi substantive, loi adjective, vise à qualifier ce que l'une exprime comme étant l'obligation. L'autre, si on ne respecte pas une obligation, il faut pouvoir être sanctionné. C'est ce que signifie l'autre concept de droit, loi adjective, qui vise à exprimer la sanction. Donc, loi de la paix, loi de la guerre, il reprend ici deux volets juridiques pour qualifier précisément comment une obligation, comment un devoir est respecté. Et s'il ne l'est pas respecté, donc il a affaire à une sanction. Et si un droit est violé, il a affaire à une autre obligation auquel on doit y répondre. C'est ces deux phases de la loi, de la théorie du droit, qu'il thématise sous loi de la paix et loi de la guerre. Ce que ça signifie aussi pour Bentham, c'est ce que je vous ai indiqué dans la slide. Les lois de la paix ont pour but de prédire l'augmentation de bonheur et les lois de la guerre ont pour fonction de s'assurer de leur respect, c'est-à-dire que les conduites des souverains soient bien conformes aux lois de la paix et participent à la promotion du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc il y a une réponse juridique, et cette réponse juridique, elle est complexe chez Bentham parce qu'elle doit pouvoir conduire aussi à expliquer le lien entre droit international et droit constitutionnel chez lui. Moi, la lecture que j'en ai, c'est dire qu'il y a une forme de constitutionnalisation du droit international chez Bentham. Ça veut dire quoi? Si le ministre du Commerce ne respecte pas un traité commercial qu'il a signé avec un autre État, il est de sa responsabilité de veiller au respect des traités, et c'est sa responsabilité de ministre qui est en jeu ici. S'il est fautif dans la non-exécution de cet accord commercial, c'est lui qui doit être puni et qui doit permettre à ce qu'il y ait un débat, une discussion entre le conflit créé par ce non-respect du traité commercial entre deux puissances, qui pourra trouver sa forme dans le tribunal de la paix, par exemple, ou si c'est un État européen, dans la Diète européenne. Donc c'est comme ça que Bentham pense la chose. C'est ultimement, la responsabilité, elle est interne. Elle est portée à l'intérieur de l'État. Il y a des responsabilités qui sont définies par le droit international qui relèvent de responsabilités, en fait, aussi redéfinies par le droit constitutionnel chez Bentham. Ça veut dire quoi par rapport à la paix? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin de guerre chez Bentham. Ce qu'il faut, c'est régler juridiquement la paix et la guerre. Il y a un droit à la guerre défensive. Il y a un droit à la guerre s'il y a des agressions, s'il y a des attaques. Il y a un droit qui existe, mais on doit pouvoir aussi trouver dans ces lieux de coopération, d'organisation internationale, des lieux de discussion. Néanmoins, la justice internationale de Bentham ne reconnaît que quelques catégories conceptuelles dans ces lois de la paix et lois de la guerre. Le pardon, la compensation, des formes de rétribution, oui, entre États sont possibles. Le plus souvent, ce qui l'intéresse, c'est les conflits individu-État. Vous avez un citoyen français qui va tuer des gens en Allemagne. Il faut que l'État français puisse apporter les preuves, les témoignages qui feront qu'on va pouvoir solder ce conflit et cette douleur posée, ces crimes effectués, et que le plaignant allemand puisse rendre compte que justice puisse être faite. Donc il peut y avoir un transfert des compétences juridiques et judiciaires, ici permises par l'État. Pour conclure, bon, ça c'était le grand texte de philo du droit de Bentham dans lequel il explique ces concepts principal law, subsidiary law, qu'il met en place et qui s'appliquent aux lois de la paix et aux lois de la guerre. Je voudrais juste dire en conclusion ici, Bentham présente une théorie de la paix libérale qui révèle une conception utilitariste de la justice internationale qui est clairement minimale et qui s'écarte des ambitions normatives de la paix perpétuelle. Ce faisant, il y a, je pense, une tension forte ici qui est remarquable. Il y a quelque chose comme une théorie cosmopolitique chez Bentham dans un État qui est cosmopolitisé sans paix cosmopolitique. Et dans ce débat ici, qui existe avec Kant, je soulignerai juste 3 points pour inviter à la discussion. Tout d'abord, une opposition forte sur l'expérience morale du monde. Kant, dans la paix perpétuelle, dit, je cite, « Puisque désormais la communauté plus ou moins restreinte ou large des peuples de la Terre s'est développée au point que la violation du droit en un endroit de la Terre est ressentie en tous, l'idée d'un droit cosmopolitique n'est pas une représentation fantasque et exaltée du droit, mais un complément nécessaire du code non écrit, aussi bien du droit civil que des droits des gens, en vue du droit public des hommes en général, et ainsi également de la paix perpétuelle,
dont on ne peut se flatter de se rapprocher continuellement qu'à cette condition. En face de ce texte, un extrait juste de Bentham des manuscrits. Raison contre la domination à distance. Donc là, ça fait partie de sa critique des colonies, il critique aussi des sortes d'universalisme abstrait. Le bien des gouvernés, les méfaits lointains ne provoquent aucune impression sur ceux dont le redressement dépend. Un seul meurtre commis à Londres crée une plus grande impression que 1000 meurtres et autres cruautés commises dans les Indes. Là, on a une opposition frontale entre Kant et Bentham par rapport à cette expérience morale du monde et ce qu'est une violation ici des droits humains. Donc là, il y a un débat à avoir sur ce terrain-là, je pense, qui existe entre les deux. Un deuxième point de débat, c'est qu'il y a chez Bentham une nécessité d'un cosmopolitisme commercial, en quelque sorte. C'est-à-dire que la pacification du monde exige une nouvelle science économique pour critiquer quoi ? Les fondements même de la théorie économique mercantiliste et les pratiques mercantilistes. Et pour expliquer aussi cette rationalité économique qui va permettre de régler les activités commerciales, mais qui va permettre aussi d'ordonner cette pacification du monde. Pour Smith et Bentham, c'est très clair, la critique politique des pratiques commerciales hégémoniques doit être fondée sur une nouvelle théorie économique. Or, là aussi, il y a un point de débat avec Kant. Pour Kant, l'économie politique relève de l'art et non de la science comme telle, et donc une nouvelle théorie économique ne peut pas avoir cette fonction centrale pour cosmopolitisme, là où c'est ce que donnent, je dirais, Smith et Bentham tous les deux. Donc là, c'est un point de dialogue aussi, je pense, entre deux. Et enfin, cosmopolitisme et liberté, le point fort du cosmopolitisme kantien, c'est véritablement cette théorie de la liberté qui est au cœur du cosmopolitisme kantien. Les sujets n'appartiennent pas à l'État. Et chez Bentham, les sujets appartiennent à l'État. Donc là, Bentham est beaucoup plus hobbesien dans sa manière de penser la liberté et de penser les fondements de cette liberté en dialogue avec la théorie de l'État. Mais là aussi, c'est un autre point de dialogue important dans la réflexion sur le cosmopolitisme pour ces auteurs.